Alors, on continue. Donc, l'examen des réflexes ostéotendineux qui doit se faire à l'aide de marteau à réflexe de façon comparative et bilatérale. Donc, les membres supérieurs, on va les comparer en même temps et également les membres inférieurs. Donc, ici, vous voyez la façon pour faire afin de chercher les réflexes ostéotendineux. Donc, à gauche, au niveau des membres supérieurs, donc vous avez le réflexe bicipital. On met le pouce sur le biceps brachial et on essaye de percuter à l'aide d'un marteau à réflexe. On s'attend à avoir comme réponse une flexion de l'avant-bras sur le bras. Le réflexe stylo-radial, c'est la percussion au niveau de la styloïde radiale. Là aussi, on s'attend à avoir une flexion de l'avant-bras sur le bras avec légère flexion des doigts. Le réflexe tricipital, on va percuter le tendon du triceps brachial. La réponse obtenue, c'est l'extension de l'avant-bras sur le bras. Et le réflexe cubito-pronateur, on doit s'attendre à une flexion-pronation de la main. Alors, chaque réflexe dépend d'une racine bien donnée. Donc, si, pour essayer de les retenir, vous avez ici C5, C6, C7 et C8. Donc, ça, en ce qui concerne les réflexes ostéotendineux au niveau des membres supérieurs. Maintenant, au niveau des membres inférieurs, on a essentiellement trois réflexes. Alors, le premier, c'est le réflexe rotulien. Nous avons deux façons pour le chercher. Alors, soit que le patient il est assis, les jambes qui sont tendues, on percute la rotule à l'aide d'un marteau à réflexe et donc la réponse obtenue, c'est l'extension de la jambe sur la cuisse. Deuxième façon pour chercher le réflexe rotulien, patient en décubitus dorsal, on maintient la jambe à l'aide de notre main au niveau du creux poplité et là aussi, on va percuter le tendon rotulien et on aura l'extension de la jambe sur la cuisse. Alors, le réflexe rotulien dépend de la racine L4. Deuxième réflexe, c'est le réflexe achilléen. Donc, soit le patient il est en décubitus dorsal ou bien il va mettre les genoux sur le plan de la table. Donc, genoux sur le plan de la table, le pied qui est pendu et on percute donc le tendon d'Achille. On aura comme réponse une flexion plantaire. Deuxième façon pour chercher ce réflexe achilléen, le patient il est en décubitus dorsal. On essaie donc de maintenir le pied de cette façon, on percute le tendon et on doit s'attendre à une flexion plantaire. Ce réflexe achilléen dépend de la racine SE. Le fameux réflexe cutané plantaire, alors comment il doit être recherché? Ici, vous voyez, le patient il est en décubitus dorsal, on maintient le pied et on va essayer de faire une stimulation à l'aide d'une pointe mousse au niveau de la face latérale du pied jusqu'au gros orteil. Alors, à la situation normale, à l'état normal, on doit s'attendre à une flexion aussi bien du gros orteil et de tous les orteils. Donc ça, c'est la réponse normale. On dit que c'est une réponse en flexion. Maintenant, dans les situations pathologiques, quand on stimule, on a une extension du gros orteil et même l'extension de tous les autres orteils. C'est ce qu'on appelle l'éventail de Dupré. Donc, on a l'impression qu'on a ouvert un éventail. Et cette situation-là, on dit soit réflexe cutané plantaire en extension ou communément le signe de Babinski qui est pathognomonique de l'atteinte pyramidale. Donc, c'est faux de dire Babinski positif, Babinski négatif. Donc, soit qu'il est normal, le réflexe, il est normal, on dit réflexe cutané plantaire en flexion. Et s'il est pathologique, on choisit, soit on dit réflexe cutané plantaire en extension ou carrément, c'est plus fin de dire signe de Babinski. On passe maintenant à l'examen de la coordination. Alors, l'examen de la coordination par l'épreuve douanier, donc ce que vous voyez ici, on est en face du malade, on lui demande de fixer le nez et de réaliser une épreuve douanier, aussi bien yeux ouverts et yeux fermés, et on peut également faire l'examen de la coordination au niveau des membres inférieurs, le patient qui est en décubitus dorsal, et on lui demande de faire ce qu'on appelle épreuve talon-genou. Donc, il va essayer de toucher son genou par le talon. Les mouvements alternatifs rapides, c'est-à-dire on va demander au patient de faire pronation, supination de ses mains ou bien les épreuves de marionnette pour voir est-ce qu'il arrive à coordonner
ces mouvements volontaires. Alors, les situations pathologiques, c'est quand tu demandes au patient de faire l'épreuve doigt-nez, le patient ne va pas arriver au niveau du nez, au niveau de la cime. Donc, c'est ce qu'on appelle une dysmétrie. Ou bien, il n'arrive pas à faire les mouvements alternatifs, ne peut pas faire les mouvements de pronation, supination. Et donc, la situation pathologique, on l'appelle une adiadoku-cinésie. L'examen de la sensibilité, nous avons deux volets. Il y a la sensibilité superficielle, tactile et thermoalgésique. Donc, tactile à l'aide d'un coton, algésique à l'aide d'une aiguille, et la thermique, le tube chaud et le tube froid. Donc, nous avons deux tubes. Un tube qu'on met à chauffer à 40 degrés et un autre tube qu'on met au réfrigérateur à 4 degrés. Et on va le faire aussi bien au niveau des membres supérieurs et les membres inférieurs. Et là aussi, j'insiste encore une fois, l'examen de la sensibilité doit être fait les yeux fermés. La sensibilité profonde, on l'appelle également la sensibilité proprioceptive qui permet d'explorer les grosses fibres qui sont myélinisées. Alors, comment on examine la sensibilité profonde? À l'aide d'un diapason. C'est ce qu'on appelle aussi la palesthésie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire vibrer notre diapason et on va le positionner au niveau des extrémités osseuses. Donc ici, l'examinateur, il l'a positionné au niveau du gros orteil. On peut le faire au niveau de la malléole externe, au niveau du genou, au niveau des membres supérieurs, poignets et coudes. C'est-à-dire que c'est très important de mettre notre diapason au niveau des articulations. Deuxième des choses pour examiner la sensibilité profonde, c'est ce qu'on appelle la position segmentaire des articulations, donc soit au niveau des membres supérieurs ou inférieurs. Qu'est-ce qu'on doit faire? On va essayer de mobiliser un doigt ou un orteil, aussi bien en haut et en bas, patient yeux fermés. On lui demande, monsieur, essayez de localiser votre segment de membre dans l'espace. La stéréognosie, donc, on va mettre par exemple un objet au niveau de la main de notre malade, soit un objet en métal, un crayon, un stylo, une clé, une pièce de monnaie, et on va lui demander est-ce qu'il peut reconnaître la nature de cet objet. La graphesthésie, c'est quoi la graphesthésie? C'est qu'on essaye de dessiner, par exemple, un cercle ou bien une croix au niveau de la main ou là au niveau de la jambe du patient et on va lui demander, monsieur, qu'est-ce qu'on vous a dessiné? On arrive à la fin de notre cours et à la fin de notre examen neurologique, c'est l'examen de la position debout et la marche. Donc, on va commencer d'abord par la position debout. On va demander au patient de se maintenir debout, pieds joints. Dans les situations physiologiques, il va être stable. Sinon, dans les situations pathologiques, il va osciller dans tous les sens. Il va présenter ce qu'on appelle un signe de Romberg, c'est-à-dire on va lui demander de fermer les yeux et il va présenter des oscillations, voire carrément une chute. Alors, le signe de Romberg, on le voit dans les atteintes proprioceptives. Ensuite, on va observer sa marche. Est-ce qu'il marche normalement? Est-ce qu'il est obligé de marcher avec une aide unilatérale? Il est obligé de mettre sa main sur le mur ou bien il doit s'aider par ses deux mains. Et on va lui demander de faire la marche du funambule. Comme vous voyez ici, le sujet qui marche sur un fil. Bien sûr, nous, on ne va pas faire un fil dans le box de l'examinateur, de l'examination. Donc, on va lui demander de marcher sur une ligne droite un pied devant l'autre. Un sujet normal, il pourra le faire. Par contre, un patient qui a un trouble de la coordination, qui a une atteinte cérébelleuse ou une atteinte de la sensibilité profonde, il ne pourra pas faire cette marche du funambule. Alors, vous allez voir au fur et à mesure des cours les différents troubles de la marche qu'on peut observer. Donc, on peut avoir ici la marche d'un patient hémiplégique. Vous voyez, il a une hémiplégie droite. Donc, quand il va marcher, il va faire ce qu'on appelle un fauchage. Donc, il va racler le membre inférieur, il va racler le sol par son membre inférieur. Alors, pourquoi il va la racler? Parce que tout simplement, au cours du syndrome pyramidal, l'hypertonie au niveau des membres inférieurs prédomine sur les extenseurs. Donc, il a une extension, il ne peut pas faire la flexion de la jambe sur la cuisse. Donc, quand il va marcher, il va racler le sol par son membre inférieur. Ici, à gauche, vous voyez ce qu'on appelle le steppage. Alors, le steppage se voit quand on a une atteinte du système nerveux périphérique, essentiellement quand on a une atteinte du muscle jambier
antérieure et donc le patient ne pourra pas faire le pas correctement. Il sera obligé de faire la flexion de la cuisse sur le bassin et il va faire retomber brusquement son pied sur le sol. C'est ça le steppage, c'est on dirait que le patient marche comme un cheval. Alors ici à droite, vous avez la marche d'une personne atteinte du maladie de Parkinson. Alors un Parkinsonien, c'est un patient qui tremble, il marche à petits pas, il est lent, il a une flexion aussi bien de ses membres supérieurs et de ses membres inférieurs et le tronc qui est complètement fléchi. Alors on arrive à la conclusion pour dire que l'examen neurologique est une étape très très importante aussi bien pour neurologue, c'est logique, mais aussi pour n'importe quel spécialiste. Vous allez faire probablement d'autres spécialités et ça serait bien de savoir au moins la base de l'examen neurologique pour orienter le patient à temps chez le spécialiste. Alors, l'objectif, c'est de savoir reconnaître les signes cliniques pour établir dans un premier temps un diagnostic syndromique, c'est-à-dire quand vous êtes devant un malade, vous allez essayer de rassembler les signes cliniques pour parler d'un syndrome, comme vous avez fait le syndrome pyramidal. Il y a d'autres types de syndromes. Et la finalité, c'est le diagnostic topographique pour une orientation étiologique.